Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous l'avais promis lors de la deuxième partie sur Miles Morales, une vidéo sur l'histoire de la première rencontre entre Miles et Gwen dans les comics. D'ailleurs, c'est de cette histoire que le premier film Spider-Verse s'est inspiré. L'histoire est vraiment marrante et super attachant, notamment grâce au duo Gwen et Miles qui fonctionne vraiment bien. Mais le scénario de fond est un peu nul, soyons honnêtes, c'est vraiment la relation Miles-Gwen qui vaut le coup dedans. Et j'avais envie de vous la faire découvrir. Alors, avant, un peu de contexte. Comme vous le savez, Miles provient de la Terre 1610. Sauf que cette dernière a disparu lors de la collision d'univers entre elle et la Terre 616. Après cela, il y a eu l'événement Secret Wars, puis à la fin, Miles et d'autres personnages ont fusionné leur vie à la Terre 616, tout en ayant oublié qu'il ait vécu sur la Terre 1610. Pour lui, il a toujours vécu sur la 616. Le truc, c'est que dans ce redémarrage de la vie de Miles, sa mère est de nouveau vivante et son père est toujours là, contrairement à avant. Ensuite, il y a eu le gros événement Civil War 2 entre Captain Marvel et Iron Man. Miles sera d'ailleurs dans la team Iron Man. Mais à la fin de cet événement, en ayant marre de voir les adultes se taper dessus, Miles quitte complètement les Avengers pour créer sa propre équipe de super-héros uniquement composée d'ados, les Champions, avec Miss Marvel, Nova, Sam Alexander, etc. Voilà pour le contexte de Miles. Maintenant, concernant Gwen, qui elle est sur la Terre 65. De son côté, elle est devenue Spider-Woman grâce à une araignée modifiée par la société Silk, S-I-L-K, dirigée par Cindy Moon, qui n'est pas devenue une Spider-Woman dans cette réalité. Rappelez-vous, Cindy Moon sur la Terre 616, c'est elle, Silk. Mais sur la Terre 65, c'est une scientifique. Étant à l'origine des pouvoirs de Gwen, Cindy parvient à supprimer les pouvoirs d'araignée en lui injectant une substance. Déprimée de ne plus être une Spider-Woman, elle fait finalement ami-ami avec Matt Murdock, qui, dans cette réalité, n'est pas Daredevil ni un héros, au contraire, c'est le Caïd. Ce dernier, sachant la perte de pouvoir de Gwen, lui propose une quantité illimitée d'un isotope fait à partir de l'ADN de l'araignée l'ayant mordu. Donc, lorsqu'elle s'injecte ce produit, elle regagne temporairement ses pouvoirs d'araignée. Gwen décide alors de s'associer à contre-cœur avec Matt pour avoir un accès au produit lui permettant de redevenir Spider-Woman. Voilà le contexte concernant ces deux protagonistes. C'était important de vous expliquer ça au lieu de vous jeter direct l'histoire dans la face sans avoir quelques bases. Allez, on est parti. Nous retrouvons Miles juste après la deuxième Civil War. Alors qu'il rentre au dortoir de son université, il reçoit un appel de sa mère inquiète qui le prévient que son père, Jefferson Davis, a disparu. Miles essaye de rassurer sa mère, mais commence lui aussi à s'inquiéter. Il pense un moment à demander l'aide du SHIELD, puisqu'ils peuvent localiser tout le monde, mais se rend vite compte que c'est une mauvaise idée, suite à la Civil War où Miles était justement contre le SHIELD. La seule personne qui pouvait l'aider était Tony Stark, mais ayant été vaincu par Captain Marvel, Miles était maintenant seul, et il ne voulait pas en parler à ses coéquipiers de l'équipe des champions. Mais sans prévenir, un téléporteur du SHIELD apparaît dans le ciel. C'est là que Maria Hill, qui est la directrice du SHIELD à ce moment-là, rencontre Miles. Ce dernier, bien sûr, pense qu'elle est là pour l'arrêter suite à la Civil War 2. Mais Maria rassure Miles qu'elle est là parce qu'elle a besoin de lui, puisque ça concerne son père. Elle explique alors que Jefferson travaille en réalité pour le SHIELD. En gros, elle l'a chargé de s'infiltrer lors d'une vente aux enchères pour récupérer un bracelet permettant de voyager à travers les réalités. Sauf que Jefferson a complètement disparu de la Terre. Ce qui veut dire qu'il a a priori changé de réalité. Elle demande alors à Miles son aide pour le retrouver, notamment parce que c'est une mission qu'elle a organisée hors des règles du SHIELD. Et donc, pour éviter qu'elle ait des problèmes, elle demande directement à Miles. Bien sûr, ce dernier ne passe pas par 4 chemins et accepte immédiatement. C'est son père quand même. Le SHIELD est parvenu à déterminer dans quelle dimension Jefferson avait été vu pour la dernière fois. Grâce à cette information, Miles ouvre un portail avec le bracelet et il plonge. C'est cool, on est directement mis dans l'histoire, ça fait plaisir. Il atterrit dans un New York différent, avec des odeurs et des couleurs qu'il ne reconnaît pas. Il commence alors à explorer la ville pour retrouver son père, mais tombe sur un gang s'en prenant à une femme. Miles intervient bien sûr, mais s'aperçoit en réalité que cette femme est une gangster connue sous le nom de l'Anneau, parce qu'elle peut créer et balancer des anneaux. Posez pas de questions. Bref, Miles esquive comme il peut les attaques et parvient à mettre KO l'Anneau.
C'est là qu'il entend derrière lui une voix féminine et aperçoit une Spider-Woman qu'il n'avait jamais vue. Parce que oui, Miles a en réalité atterri sur la Terre 65, la réalité de Gwen. Après les interrogations de cette dernière sur la présence de Miles ici, il explique qu'il est là pour retrouver son père, mais qu'il est très inquiet. Et pour ne pas gêner les activités de Spider-Woman dans cette réalité, Miles décide de la laisser à ses affaires. Mais cette dernière le retient parce qu'elle s'identifie à lui concernant le fait qu'elle tient elle aussi à son père. Elle rassure alors Miles que tout ira bien en se démasquant, mais surtout en le prenant dans ses bras. Elle s'attache très vite à lui pour une raison qu'on va voir juste après. Mais en gros, ça a un rapport avec sa solitude. D'un coup, les deux protagonistes sont vite encerclés par des ninjas de l'organisation de la main, dirigée par Matt Murdock. Miles prend rapidement Gwen par la main et s'envole dans les airs en tissant sa toile. Le truc, c'est qu'il n'est pas au courant que Gwen n'a plus ses pouvoirs. Elle chute alors dans le vide devant l'incompréhension de Miles. Bien sûr, rapidement, elle prend une dose de sa Spider Substance et récupère temporairement ses pouvoirs. Mais le duo tombe ensuite face au caïd. Matt raconte qu'il est au courant de la présence de Jefferson Davis et que ce dernier gêne ses affaires personnelles dans la pègre. Matt donne alors un coup de pouce au duo en donnant une invitation en VIP dans le club Scorpion où se trouve selon lui Jefferson et demande à Gwen de lui rapporter sa tête. Bien sûr, cette dernière refuse de tuer qui que ce soit sous ses ordres. Mais tant que Jefferson ne gêne plus les affaires de Matt, c'est bon pour lui. Gwen décide ensuite, avec Miles, de se rendre chez elle pour trouver une robe à mettre pour assister à la soirée privée. Et c'est là qu'elle lui explique que dans son monde, Peter n'est jamais devenu Spider-Man. Au contraire, c'était un jeune homme classique et son meilleur ami qui s'est malheureusement injecté la formule du lézard puis s'est battu à mort contre Gwen avant de mourir. Le truc, c'est que Gwen n'a personne pour parler de sa vie de Spider-Woman. Et surtout, personne tout court, puisque son père est en prison, sa mère est décédée, et elle n'a pas vraiment d'amis, et encore moins de personnes à qui elle peut parler de ses problèmes de super-héroïne. Et le fait d'avoir enfin quelqu'un pour parler de tout ça, grâce à Miles, lui fait un bien fou. Et pour la première fois, elle ne se sent plus seule face à tout ça. C'est pareil pour Miles, ça lui fait du bien d'avoir une personne d'un peu près de son âge, avec les mêmes responsabilités que lui, les mêmes pouvoirs, qui le comprend. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi proches. Ils se comprennent parfaitement. Je pense qu'on peut même parler de coup de foudre. Ça arrive, c'est comme ça, c'est d'un coup. Bref, après ce moment agréable, Gwen trouve sa robe et se rend avec Miles dans le club privé appelé le Scorpion. Sauf que seule Gwen entre avec l'invitation tandis que Miles l'attend à l'extérieur. Une fois dans la zone VIP, elle découvre une vente aux enchères mettant en vente différents objets ayant appartenu à des super-héros et vilains. Mais avant qu'elle puisse en savoir plus, elle est grillée par Octopus qui travaille pour le dirigeant de la boîte de nuit. Heureusement, Miles, grâce à son camouflage, parvient à rentrer et sauve Gwen. Et alors qu'il se prépare à deux à combattre, le Scorpion fait son entrée. Sauf que le Scorpion de cette réalité n'est pas le même que celui de la réalité 616, puisque celui de la Terre 65, c'est tout simplement Jefferson Davis, le père de Miles, qui travaille pour le Silk. Miles est bien sûr sous le choc de découvrir ça, et n'étant pas dans sa réalité, il se laisse démasquer pour que son père voie son visage et le reconnaisse. Sauf que ce dernier fracasse Miles comme si de rien n'était. Il y a un truc qui cloche. Gwen intervient rapidement en protégeant son ami et réussit à se farcir tous les hommes du Scorpion à elle seule, montrant ainsi sa supériorité en termes de combat par rapport à Miles. Elle s'attaque ensuite au Scorpion qui tente de l'éviter, mais la grâce et la dextérité de Gwen a raison de lui. Avec l'aide de Miles, cette fois-ci, les deux speeders combattent le reste des hommes du Scorpion et lui-même. Du moins jusqu'à ce que Miles soit éjecté en dehors de la boîte de nuit. La police arrive pile à temps sur les lieux et contrairement à la Terre 616 où la police respecte un tant soit peu Spider-Man, ce n'est pas le cas ici. La police n'hésite pas à ouvrir le feu, mais heureusement Miles s'échappe tandis que dans le club, Gwen continue de battre le Scorpion et le livre à la police, créant ainsi une diversion pour qu'elle puisse s'échapper, puisqu'encore une fois, la police sur cette terre ouvre le feu immédiatement sur elle. Elle rejoint ensuite Miles sur le toit. Ce dernier est encore sous le choc concernant le fait que son père soit un vilain. Il ne comprend rien, et alors qu'il l'aperçoit en train d'être arrêté par la police, Miles décide d'y retourner pour aider son père en s'en prenant à la police. Mais Gwen l'en dissuade. Sauf que Miles, lui, s'en fiche complètement. Il veut juste récupérer son père. Gwen utilise alors sa toile pour le bloquer, tout en le prenant une nouvelle fois dans ses bras, en leur assurant que tout ira bien, qu'il leur faut du temps pour comprendre ce qui arrive, etc. C'est fou à quel point ces deux-là sont destinés à être liés. Liés par quoi après ?
Ça, je ne sais pas. Bref, au même moment, la police arrive sur le toit et tente de les arrêter. Mais Gwen réussit à activer le bracelet de Miles, ce qui les envoie dans une autre dimension chaotique où ils sont attaqués par le mutant Apocalypse sur une énorme araignée. Heureusement, Gwen réussit à vite repartir avec Miles et reviennent sur la Terre 65 plusieurs minutes après, leur permettant alors d'échapper à la police. Mais d'un coup, le bracelet de Miles se met à biper et lui signale qu'il doit retourner dans sa réalité, puisque ne faisant pas partie de la Terre 65, il ne peut pas rester indéfiniment dans cette réalité. N'ayant plus trop le choix, Miles décide de repartir. Mais Gwen, qui ne veut pas trop que Miles s'en aille, décide de l'accompagner en lui expliquant qu'ils forment maintenant une équipe. Ils se rendent alors tous les deux sur la Terre 616. Alors, à partir de là, pendant un court moment, l'histoire est ultra brouillon et incompréhensible. J'ai essayé de comprendre, mais impossible. C'est très mal écrit. En gros, Gwen et Miles arrivent sur la Terre 616. Ils repèrent des membres du Silk de la Terre 65 travaillant pour le Scorpion qui sont chargés de voler des technologies appartenant aux héros pour ensuite les revendre sur la Terre 65 et financer le développement de plusieurs bracelets comme celui que possède Miles pour se téléporter n'importe où dans le multivers et foutre un peu la merde. Le Scorpion possède justement un téléporteur qui permet d'envoyer ses hommes un peu partout pour voler le max d'équipements héroïques. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris et c'est très peu intéressant sur ce point, tellement c'est mal écrit. Bref, Miles et Gwen essayent eux-mêmes de comprendre la situation et passent un peu de temps ensemble où leur lien se renforce de plus en plus. C'est là que Kamala, qui fait partie des champions avec Miles, le retrouve. Gwen profite alors de sa présence pour lui demander de l'aide dans leur affaire. Les trois héros se dirigent alors vers un autre endroit où d'autres hommes du Scorpion ont été envoyés. C'est là que Miles donne alors son bracelet à Gwen, tandis que lui fonce tête baissée dans le téléporteur du Silk dans le but de rejoindre et confronter directement le Scorpion pour récupérer son père, tout simplement. Mais Gwen, ne voulant pas laisser Miles seul, avec le bracelet, elle se retéléporte dans sa réalité dans le but de l'aider. Elle le cherche un peu partout à travers la ville. De son côté, arrivé dans le QG du Scorpion, Miles essaye tant bien que mal d'expliquer la situation au Scorpion concernant le fait qu'il est son fils. Mais Jefferson s'en prend de nouveau à lui. Heureusement, Gwen apparaît au même moment pour aider Miles. Les hommes du Scorpion ouvrent alors le feu, mais tirent par inadvertance sur le portail, ce qui crée un dérèglement de ce dernier. Gwen est malheureusement aspirée à l'intérieur et Miles essaye de la rattraper, mais impossible pour lui. Il plonge alors dans le portail et atterrit dans une nouvelle réalité, heureusement aux côtés de Gwen. Ils sont de nouveau dans un New York, mais à l'apparence assez ancien. C'est là qu'ils découvrent qu'ils sont dans la réalité du Spider-Man noir. D'un coup, le bracelet ouvre ensuite un autre portail. Miles et Gwen s'enlacent pour ne pas être séparés et atterrissent cette fois-ci dans un New York bien plus futuriste, indiquant qu'ils sont maintenant dans la réalité du Spider-Man 2099. Mais ce n'est pas fini, le bracelet continue de les téléporter et cette fois-ci, il change complètement d'univers et même de licence puisqu'ils se retrouvent dans l'univers DC. Oui, vous avez bien compris, dans l'univers de DC Comics. Ils ont été téléportés à Metropolis. On peut d'ailleurs le voir avec la sphère du Daily Planet, mais surtout la trace de Superman dans le ciel. Ça c'est génial. Mais le bracelet ouvre de nouveau un portail et les envoie dans une réalité où tous les personnages sont devenus des zombies, ce qui indique qu'ils sont dans la réalité de la Terre Z. Vous savez, tout le délire avec Marvel Zombies, etc. Mais une nouvelle fois, le bracelet déconne et les change de réalité. Sauf qu'arrivé dans cette nouvelle Terre, Gwen est toute seule. Miles, lui, a été renvoyé sur la Terre 65. Et cette fois-ci, il est accueilli par Jefferson, qui là est réellement le père de Miles. Ce qui veut dire en réalité que depuis le début, le Scorpion n'est pas le Jefferson Davis de la Terre 616, mais bien celui de la Terre 65. Et dans cette réalité, il n'a jamais eu de fils, d'où son incompréhension à chaque fois que Miles l'appelait papa. Mais là, il a bien retrouvé son vrai père, équipé d'un bracelet. Il demande alors à son fils de l'aider à se charger du Scorpion, parce qu'il n'a pas envie que ce dernier foute la merde à travers le multivers avec son visage. Mais de son côté, Gwen se retrouve dans une réalité assez particulière. Une terre où elle et Miles se sont mariés publiquement. Et oui, et ce n'est pas tout, puisqu'elle découvre qu'en plus de ça, ils ont eu 2 enfants, Charlotte et George Morales, qui ont tous deux hérité des pouvoirs de leurs parents. Sachant que les versions mariées de Miles et Gwen sont en lune de miel, c'est le fameux Spider-Ham qui garde les enfants. Vous le connaissez forcément, lui, il est devenu ultra populaire après le film Spider-Verse.
Ce dernier, ne voulant pas de problème en rapport avec la timeline dû au fait qu'une autre Gwen se trouve dans cette réalité, décide de la renvoyer grâce à son propre téléporteur. Mais avant de partir, Gwen demande leur aide pour combattre le Scorpion. Le cochon refuse au départ, mais grâce à Charlotte, qui voit Gwen quoi qu'il arrive comme sa mère, parvient à convaincre tout le monde. De son côté, sur la Terre 65, Miles et son père confrontent le Scorpion et ses hommes. Mais étant en infériorité numérique, ça risque d'être difficile. Heureusement, Gwen, accompagnée de différents Spider-Man, notamment leurs futurs enfants, Spider-Boy et Spider-Girl, arrive à la rescousse. Une confrontation a donc lieu entre tout ce petit monde. Et ce qui est assez marrant, c'est que les enfants de Miles appellent le Miles actuel « papa », ce qui le trouble un peu et le met dans l'incompréhension. C'est des bonnes idées, ça c'est des bonnes idées. D'ailleurs, les deux enfants parviennent à dégager le Scorpion qui finit par être téléporté dans une autre réalité. Après les hostilités, Miles retrouve Gwen et commence à se poser des questions concernant les deux enfants. Gwen lui confirme alors que ce sont bien leurs enfants dans un futur potentiel. C'est là qu'ils se posent tous les deux la question. Comment leur relation et leur rencontre a pu les amener à se marier et à avoir des enfants alors qu'ils se connaissent à peine? C'est comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un et d'un coup, vous voyez un futur où vous êtes marié avec cette personne alors qu'actuellement, vous la connaissez à peine. C'est assez bizarre et c'est le cas pour Miles et Gwen. Mais d'un coup, sans prévenir, Gwen embrasse Miles. Mais malgré ce moment qu'ils apprécient tous les deux, Gwen trouve que c'est trop tôt pour commencer une relation amoureuse. Surtout depuis qu'elle a vu ce futur où ils sont mariés. En gros, elle ne veut pas que ça se réalise juste parce qu'elle l'a vu. Elle veut que tout aille naturellement entre les deux. Ils se mettent alors tous les deux d'accord pour déjà commencer par la case « ami ». Mais Gwen précise bien « ami » pour l'instant. Ce qui veut dire qu'elle est vraiment prête à être avec Miles si tout va bien. Mais seul le futur nous le dira. Fin de l'histoire. Bon, clairement, le scénario de fond est vraiment pas fou encore une fois. L'histoire vaut vraiment le coup pour la rencontre et la relation amusante entre Miles et Gwen qui est vraiment bien foutue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré leur attirance mutuelle, ils ne finissent pas en couple à la fin de l'histoire. Et je trouve ça beaucoup mieux qu'ils terminent en amis qu'en amour. Tout ça parce qu'ils sont persuadés qu'un jour, ils finiront ensemble. C'est un peu pareil dans les deux films, ils sont amis, mais on sent qu'il y a plus que ça par moment. Vous connaissez désormais la première rencontre entre Miles et Gwen. Bon, le film est 1000 fois mieux, ça clairement il n'y a aucun débat, mais j'aime tout de même beaucoup certains éléments du comics, notamment les différentes téléportations de Miles et Gwen, ainsi que l'épisode où Gwen tombe dans une réalité où elle est mariée et a 2 enfants avec Miles. Ça aurait été vraiment marrant de voir ça dans le film, ça aurait pu donner des scènes vraiment géniales. Enfin bref, j'espère tout de même que vous avez su apprécier cette vidéo au moins. J'ai essayé de la rendre intéressante comme je l'avais fait avec Batman Damned, qui était une histoire vraiment mais pourrie de mon point de vue. Et pourtant, beaucoup de personnes avaient aimé la narration de la vidéo. Donc j'espère que ce sera le cas pour cette vidéo. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, et le commentaire aussi pour me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.